Alors pour commencer, on peut voir ce qu'est la propriété intellectuelle industrielle. Alors il existe 3 droits, les droits de marque, de brevet et des dessins et modèles. Alors la propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations industrielles ou commerciales. Elle comprend notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels ainsi que les indications géographiques. Le droit de marque est une propriété qui permet de protéger les signes qui distinguent une entreprise de ses concurrents. On comprend par là les marques verbales, donc les logos, qui sont des signes figuratifs, ou bien même les slogans qui sont semi-figuratifs. Sa durée de protection est de 10 ans, renouvelable de façon illimitée. Les droits de brevet, eux, permettent de protéger les inventions, donc les solutions techniques, et celle-ci peut durer 20 ans. Quant à la propriété des dessins et modèles, celle-ci permet de protéger l'apparence d'un produit sur sa forme, sur son design ou bien même sa couleur. Sa durée de protection dure 25 ans. Ainsi, ces 3 propriétés intellectuelles doivent être enregistrées auprès de l'INPI en France et de l'EIPO en Europe et de l'OMPI pour une protection mondiale. Ensuite, nous allons passer à la propriété intellectuelle, littéraire et artistique. Donc l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Cette catégorie est une branche de la propriété intellectuelle qui se subdivise en 3 catégories. La première, le droit d'auteur, donc c'est un ensemble de règles qui protègent les œuvres dites de l'esprit à condition qu'elles soient originales. On y comprend les livres écrits, littéraires, scientifiques, les compositions musicales avec ou sans paroles, les logiciels ou encore les œuvres de dessin, de peinture ou d'architecture. Ensuite, il y a les droits voisins. En juillet 1985, une loi instaure la création de droits voisins pour les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, puis pour les entreprises de communication audiovisuelle. Grâce à ça, ces acteurs peuvent autoriser ou interdire l'utilisation de leurs prestations en négociant une rémunération par exemple. Et enfin, les droits des producteurs de bases de données. Selon l'article 112.3 du Code de la propriété intellectuelle, une base de données représente un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Elle est en partie encadrée par le droit d'auteur. Les droits patrimoniaux sont les droits subjectifs ayant une valeur pécuniaire. Ils constituent l'actif du patrimoine d'une personne. Les droits patrimoniaux peuvent être classés en 3 grandes catégories. Les droits personnels, les droits réels, ainsi que les droits intellectuels. On appelle les droits personnels aussi les droits de créance. Cela établit une relation entre 2 personnes. C'est un droit exercé par une personne appelée créancière à l'encontre d'une autre personne appelée débiteur. Le créancier a un droit de créance qui constitue une obligation pour le débiteur. Ce droit personnel donne au créancier le droit d'exiger au débiteur l'exécution d'une prestation. Par exemple, Nasser a emprunté 2000 € à Romaine. La créancière romaine a un droit personnel, une créance de 2000 € sur Nasser. Pour les droits réels, il s'agit d'un pouvoir juridique exercé par une personne sur une chose. Le droit réel se distingue du droit personnel en ce qu'il n'admet pas d'intermédiaire entre la chose et la personne. Le pouvoir sur la chose est donc direct et immédiat. Il n'y a qu'un titulaire du droit, pas de sujet passif, car le droit réel ne crée aucune obligation à la charge de personne. Les droits réels se divisent en 2 catégories. Droits réels principaux, droits réels accessoires. Pour les droits réels principaux, le pouvoir est exercé sur la chose elle-même, droit immédiat sur la chose. Cette propriété permet d'obtenir certains avantages, ainsi de l'usufruit, qui permet de bénéficier des attributs de la propriété. Pour les droits réels accessoires, il s'agit des droits exercés sur la valeur de la chose. Ce sont seulement l'accessoire d'un droit de créance qui renforce l'efficacité des droits réels. Ainsi des gages, constitués en garantie d'une créance, ou des hypothèques, qui sont accessoires à une créance. Le droit réel accessoire offre donc un droit sur la chose, mais celui-ci n'est utile que pour la valeur que la chose représente. Les droits intellectuels sont les droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. On les répartit en 2 grands groupes. Droit d'auteur et droit connexe et propriété industrielle. Ainsi, le créateur d'une invention pourra protéger sa création en effectuant une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. Une fois brevetée et donc protégée, son innovation pourra être utilisée et exploitée comme il le souhaite pendant une durée déterminée. Pour finir, nous allons voir les droits extra-patrimoniaux. Ces droits, contrairement aux droits patrimoniaux, ne concernent pas les biens et ne font donc pas partie du patrimoine. Nous pouvons dire qu'ils sont intransmissibles, c'est-à-dire que les droits ne peuvent pas être transmis aux héritiers, qu'ils sont insaisissables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être vendus à d'autres personnes, et pour finir, ils sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se perdre par l'écoulement du temps. Par exemple, l'un des droits extra-patrimoniaux les plus connus reste le droit à l'image, qui ne peut pas être cédé via un héritage, ne peut pas être vendu et ne peut également pas se perdre.
L'un des principes fondamentaux de cette loi est qu'elle n'est pas censée être évaluée en argent. Mais en revanche, les sanctions pour une atteinte à la vie privée d'autrui se paient généralement sous forme de dommages et intérêts, qui va donc à l'encontre même de ces principes, car ils sont susceptibles d'être évalués en argent.